Il y a eu une frappe sur un hôpital, mon général, il y a quelques instants, et l'ambassadeur d'Israël a parlé. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Elles sont très importantes parce qu'un hôpital a été touché et des habitations ont été touchées. Il faut comprendre que les missiles iraniens sont précis. Ils sont très précis même, à un niveau d'un radius de 30 mètres. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Quand ils tirent sur un hôpital, le seul hôpital de Beersheva, qui sert tout le sud de Beersheva pour disons, la population bédouine, la population du sud de Beersheva, etc., ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont touché un bâtiment spécifique, qui est un bâtiment, le bloc opératoire de cet hôpital, en sachant exactement ce qu'il faisait. Pour l'instant, on parle d'une trentaine de blessés, 34 si je me trompe. Il avait été évacué auparavant, effectivement, parce que justement, il n'était pas suffisamment sécurisé. Hier soir, il était évacué. Et donc, c'est vraiment une chance que certains parlent de miracle, c'est vraiment une chance qu'on a pu évacuer cela à temps. Joshua Sarka, ambassadeur d'Israël en France. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la position américaine. Qu'est-ce qui fait que Trump hésite ou pas? On a l'impression d'ailleurs quand il parle que c'est un footballeur qui va tirer un penalty et qui dit je déciderai au dernier moment de quel côté je vais frapper. Il y a quelque chose de désinvolte qui peut être étonnant. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de Ali Khan avant cela et vous nous direz pourquoi cette hésitation. Après des frappes massives sur Téhéran, Israël accuse l'Iran d'avoir visé délibérément des zones résidentielles. Depuis Washington, Donald Trump confirme que des contacts ont été établis avec Téhéran et affirme qu'Israël gagnera la guerre. C'est très triste à voir, il est triste de voir ce qui se produit. Ceci étant dit, Israël est plutôt en train de gagner la guerre. Le guide suprême iranien rejette toute idée de capitulation et lance un avertissement direct à Washington. L'Iran ne se laissera imposer aucune capitulation de la part de qui que ce soit. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. À Jérusalem, le Premier ministre israélien affiche sa gratitude envers Washington. Je vais remercier le président Trump, qui est un grand ami d'Israël. Je le remercie de rester à nos côtés et je le remercie pour le soutien que nous apportent les États-Unis dans la défense de notre ciel. Les déclarations se multiplient, mais pour l'heure, aucun signal concret ne laisse entrevoir une sortie de crise. Le général Bruno Clermont, que vous connaissez, qui est le consultant défense général de corps aérien pour CNews. Une question simple. Est-ce que Trump hésite pour des raisons politiques, diplomatiques ou pour des raisons militaires? Parce qu'il ne sait pas précisément si ces bombes seront efficaces. Les deux, mon général. Je pense qu'il hésite pour 3 plus une raison. Alors les 3 premières raisons claires, c'est il était élu pour ne pas faire de guerre, donc s'il rentre en guerre, c'est un échec politique. Il doit unifier le Parti républicain, au moins sauver l'unité du Parti républicain, c'est le problème de politique interne. La deuxième raison, c'est qu'il croit toujours aux négociations. Il pense qu'il y a toujours une petite chance. Il veut arracher la négociation en mettant le maximum de pression, en faisant du Trump avec un langage radical, ce que tout le monde comprend très bien. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il faut que les forces militaires soient présentes. Pour l'instant, il les a toutes retirées après les opérations au Yémen. Vous vous souvenez, il a bombardé le Yémen pendant 3 semaines. On ne sait pas ce qui s'est passé. Personne n'en a parlé. Il y a eu un accord entre les Houthis et les Américains pour que les Houthis n'attaquent plus les bâtiments en mer Rouge. Et puis, le dispositif américain est rentré. Une partie est restée, mais une grande partie est repartie. Donc, il faut qu'ils remettent des forces. Ça prend du temps de déployer des porte-avions, des frégates, des sous-marins, des bombardiers stratégiques. C'est en train de se passer. Et puis, l'autre raison militaire, c'est qu'il faut qu'ils protègent les dizaines de milliers de militaires qui sont tout autour de l'Iran. C'est-à-dire s'il y a une escalade, il peut y avoir les Iraniens peuvent tirer des missiles sur les installations militaires américaines, donc il faut les protéger. Donc c'est mise en place du dispositif. Et puis je pense que la quatrième raison, c'est la plus une, c'est, on l'a bien compris, le but c'est pas un changement de régime. Ça a été redit par le colonel Rafotzis. Le but, c'est éliminer les installations nucléaires pour qu'Israël n'ait jamais la bombe. Mais elles sont où? Et détruire les missiles. Elles sont où, ces installations? J'y reviendrai, Pascal. Il y en a une dizaine, j'y reviendrai. Et la deuxième raison qui est importante, c'est l'histoire de l'Irak. C'est l'after
il y a un chute de régime, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'il y aura le chaos? Est-ce qu'il y aura une guerre civile? Est-ce que ce sera pas pire qu'avant? J'entends, mon Gérald. Voilà, mais comment dire? D'abord, est-ce que ces bombes, elles sont efficaces? Paraît-il que ces bombes, elles n'ont jamais été utilisées, sauf à l'entraînement, si j'ose dire. Si les Américains rejoignent les objectifs israéliens, qui est de détruire le programme nucléaire, ils ont un atout que n'ont pas les Israéliens, on l'a évoqué, c'est la fameuse bombe GBU 57. Le seul problème de la bombe GBU 57, qui est la plus puissante... Vous l'appelez comment, la bombe? La GBU 57. Oui, parce que vous dites ça comme si tout le monde connaissait la bombe GBU 57. GBU 57. Bon, j'entends bien, mais abondamment, je vais la donc cette bombe, elle n'a jamais été utilisée. C'est Streston, c'est la plus puissante, elle peut pénétrer grâce à ses capacités... Quand vous dites c'est la plus puissante... Pardon? Quand vous dites c'est la plus puissante, c'est la plus puissante de l'arsenal. C'est la bombe pénétrante la plus puissante de l'arsenal américain. Il y a deux types de bombes. Celles qui éclatent en surface pour faire des dégâts en surface et celles qui vont pénétrer pour aller chercher des objectifs qui sont sous terre. D'accord. Le site de Fordo, par exemple, on ne sait pas à quelle profondeur il est. Il peut être à 100 mètres, il peut être à 150 mètres, il peut être à 200 mètres. C'est un site nucléaire, ça, hein? C'est un site nucléaire dans lequel il y a des centrifugeuses. Il y a deux sites les plus difficiles à éliminer, c'est le site de Natanz et le site de Fordo où il y a des centrifugeuses. Le site de Natanz, elles ne sont pas forcément très profondément enfouies, donc avec cette bombe, on peut atteindre les centrifugeuses. Le site de Fordo, il a été ensuite créé pour, justement pour les mettre de plus en plus profond. Donc on ne connaît pas la profondeur. Alors est-ce que... Pascal, que la bombe en question, elle peut pénétrer à 60 mètres. Voilà, Et dernier point pour bien comprendre l'enjeu, lorsque les Américains ont éliminé Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, en septembre 2024, qui était dans un bunker au sud de Beyrouth. Et un bunker, de la profondeur, on ne la connaissait pas. Ils ont utilisé 80 bombes de 1000 kilos. 80 bombes de 80 tonnes de bombes pour frapper le même endroit, pour mètre par mètre, descendre et atteindre le bunker. Donc c'est pas du tout évident que la bombe puisse atteindre ce bunker. Et est-ce qu'ils se disent aussi qu'ils n'y arriveront pas sans une démarche hélico-portée? Alors, il y a deux options. Pour moi, il y a deux options militaires. C'est on bombarde, et puis on descend, puis il n'y a plus rien. Et l'autre possibilité, c'est une opération des forces spéciales, avec des commandos qui sont amenés par hélico, qui sont parachutés, ou qui pénètrent à l'intérieur de la zone et qui vont aller saboter. Oui, mais là, il y a un risque si on a touché au nucléaire, que ces soldats... Là, il y a pas besoin des Américains. Les Israéliens sont tout à fait capables de le faire, ça. Oui. Mais il y a quand même risque, si on touche des installations nucléaires, qu'ils soient, je ne sais pas comment on dit, il y a du radioactif. Bah oui. Oui, bien sûr. Donc ça joue forcément pour celui qui donne l'ordre. La radioactivité, ce n'est pas une réaction en chaîne, ce sont des particules alpha qui vont se répandre dans l'atmosphère. Des particules alpha? Oui, c'est des particules de radioactivité qui vont être la conséquence du fait qu'on détruit cette installation. C'est pas, on va peut-être pas déclencher une réaction en chaîne, une réaction nucléaire. À partir du moment où ils veulent les détruire, il y aura des conséquences. Évidemment, l'AIA dit ne détruisez pas. Il y a des conséquences sur la radioactivité. Bah, j'imagine. Alors, pardonnez-moi de vous poser des questions de béotien, comme on dit, mais je ne suis pas un grand spécialiste des bombes BU. C'est pour ça, moi, je ne veux pas faire peur aux gens non plus. GBU, ouais, la bombe unit. Voilà, je n'en suis pas un spécialiste. En revanche, je vous propose d'écouter de nouveau Donald Trump. J'ai une réunion dans la Situation Room plus tard. Donc on va se réunir et je dois dire c'est terrible de voir tous ces morts. Mais il y a beaucoup de morts et de destruction, mais surtout la mort. Je n'aime pas voir ça. Ça veut dire que vous n'avez pas pris une décision encore? J'ai des idées en tête, mais je ne prendrai ma décision qu'une seconde avant qu'elle ne soit prise. Vous savez, les choses évoluent, en particulier avec les guerres, ça va d'un extrême à l'autre. La guerre, c'est très mauvais. Et il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait une guerre. Il n'y avait même pas de raison pour qu'il y ait une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est le cas de beaucoup de guerres. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie. Forcément, quand vous entendez Richard Millet, Donald Trump parler comme cela, moi j'y vois une forme de désinvolture, de dire bon, je prendrai ça au dernier moment, la guerre, c'est pas bon. Je me méfie toujours de ce que dit Trump. Il y a un côté un peu délirant, un peu désinvolte, un peu farfelu comme ça. Et en même temps, il y a peut-être dans son cerveau reptilien quelque chose qui est tout à fait logique. Et je me demandais si le doute n'est pas une forme d'arme. C'est-à-dire, on laisse planer le doute, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire. Et ça joue, ce temps-là du doute joue en la faveur d'Israël et contre l'Iran. Ah là, ça serait mieux. Ça voudrait dire que c'est un homme qui réfléchit et qui joue aux échecs. C'est l'ambiguïté stratégique dont parle souvent Emmanuel Macron, par exemple.
Oui. Bon, Il a peur aussi parce Virginie Giraud. qu'il est face à une décision qui est extrêmement lourde de conséquences. Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait élire sur un programme dans lequel il a dit qu'il ne ferait pas la guerre, que sa base MAGA ne veut pas faire de guerre et surtout pas au Proche-Orient. Et puis c'est un businessman, il sait comment gérer son pays comme une entreprise, mais là il se retrouve face à une guerre et c'est plus du tout le même jeu. Je pense qu'il est effrayé, d'ailleurs c'est ce qu'on perçoit, non ? Je suis frappé de voir. Philippe Bégère. Paul Valéry disait qu'il ne peut y avoir de paix que si on s'accorde sur les arrière-pensées. Et ce qui me frappe avec Trump, c'est qu'il a un verbe à ciel ouvert. Les arrière-pensées que, en général, on garde pour soi dans la vie diplomatique, il les expose sans... C'est pas ce que dit Richard Millet, hein. Pardon. C'est pas ce que dit Richard Millet. Non, mais j'accepte un zeste de contradiction avec lui. Non, mais parce que Richard Millet dit il bluffe. Oui. Non, mais pour aller dans le sens... Peut-être a-t-il raison. Mais Pour aller dans le sens de Philippe, quelqu'un du renseignement m'a dit qu'effectivement, Trump ne gardait rien pour lui et que souvent le meilleur moyen d'être bien informé, c'était de l'écouter parce qu'il disait toutes les notes qu'il avait sur sa table. Pascal Pierre Garbarini. Oui, après, je pense qu'aujourd'hui, la situation géopolitique, elle est très favorable pour qu'il y ait une intervention des États-Unis. Parce qu'il y a une sorte d'alignement des étoiles, me semble-t-il, par rapport à la menace nucléaire que représente l'Iran. Et aujourd'hui, il y a un concert des nations qui est quand même assez favorable par rapport à empêcher l'Iran de préserver et de continuer à avoir une arme nucléaire, si tant est qu'elle soit d'ores et déjà constituée. Donc je pense que tout le monde réfléchit et personnellement, je pense que l'intervention américaine va avoir lieu. Parce qu'on n'aura pas tout le temps cette situation. Bon, voyez ce qu'a dit également Vladimir Poutine, qui, alors ça c'est aussi intéressant, parce qu'on voit Vladimir Poutine, son message c'est de dire la population soutient le régime. Ce que dit aussi la France insoumise, à demi-mot, ce que dit l'extrême gauche en France. C'est ça qui est absolument sidérant aujourd'hui. Écoutez. À l'heure actuelle, nous constatons qu'en Iran, malgré la complexité des processus politiques internes qui s'y déroulent, nous en sommes informés. Et il n'est pas nécessaire de les approfondir, mais il y a tout de même une consolidation de la société autour des dirigeants politiques du pays. Alors pourquoi n'est-ce pas l'intérêt pour la Russie que le régime des mollahs tombe ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? C'est facile, ce sont leurs meilleurs amis dans le monde. Ah oui. Et les Russes n'ont pas beaucoup d'amis. On a mis les Iraniens, les Coréens du Nord, les Chinois. Et il y a un partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran sur l'échange d'armement. Et aujourd'hui, dans le grand conflit qui oppose ces pays-là, en Russie, en Ukraine ou en Iran, c'est des conflits qu'on retrouve avec les mêmes oppositions. Donc il n'a pas intérêt à ce que l'Iran perde, mais il n'a pas non plus intérêt à ce qu'il les soutienne trop, parce que si l'Iran perd, c'est lui qui perd aussi. Donc il est dans une position un peu compliquée. Ce que je veux dire sur les Américains, c'est qu'il y a plusieurs options d'entrer en guerre pour les États-Unis. Il y a une option qui n'est pas d'entrer en guerre, qui est simplement faire de quelques opérations militaires, justement pour essayer de détruire les centrales en question, puis de s'arrêter là, et afin d'éviter une escalade. Donc c'est pas 0 ou 1. Il n'y a pas d'entrée en guerre automatique des Américains. Il y a éventuellement des opérations de soutien des Américains. La séquence, la télévision iranienne a été piratée. Voici cette séquence. Vous êtes une source d'inspiration pour tous les adolescents autour de la planète. Vous avez redéfini le sens de la liberté des femmes, du courage et le désir mondial de vivre dans la paix et dans la dignité. Levez-vous, c'est votre moment. Descendez dans les rues, prenez le contrôle de votre futur. C'est entre vos mains, c'est possible. Le régime a échoué à protéger le ciel de l'Iran. Le régime a échoué dans ses efforts offensifs. Le régime a échoué dans la protection de votre argent. Et pour les auditeurs d'Europe 1, qu'ils sachent qu'on voyait une télévision iranienne piratée et la voix que vous entendiez était la traduction de cette séquence où ce message était donné. Et énième épisode entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Chaque jour, on met une pièce dans la machine et le président Trump a parlé cette fois-ci du président Macron. Mais là, c'est plutôt sympa. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de bien. Écoutez, il a dit que je rentrais à la maison pour
pour obtenir un cessez-le-feu. Ce n'était pas un cessez-le-feu, c'est bien plus que ça. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi tu utilises le mot cessez-le-feu? Ce n'est pas le bon mot, parce que cessez-le-feu, ça paraît un peu comme une pause. On ne cherche pas un cessez-le-feu. On veut une victoire totale. Et vous savez ce que c'est la victoire? Pas d'armes nucléaires. Donc j'ai pensé que c'était vraiment mal dit de sa part. Sourit Richard et Philippe au début, lorsque le président Trump dit oui, il est plutôt sympa, un rapport de force entre les deux, il en parle comme si c'était son obligé. C'est pas très agréable quand même pour les Français. Qui n'est pas la connaissance en géopolitique du général ou de Vincent Hervet ou d'autres. J'aime énormément chez Trump le fait qu'il mette de la psychologie partout. C'est ce que je fais de manière très immodeste en politique. J'aime énormément qu'il mette tout sur la table dans une sorte d'exhibitionnisme qui, en définitive, fait que on se dit tout de même qu'il garde des secrets. Parce que lorsqu'on croit tout dire de soi, on garde encore des choses en soi. Et donc peut-être qu'en effet, il est très habile, Richard. Il faut bien l'être d'une certaine façon. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement là, Je veux dire par là que... Précisément par rapport à la séquence. J'entends ce que vous... Je veux dire, un chef d'État, en général, ne tombe pas dans une sorte de sentimentalité expressive. Nous sommes d'accord. Alors je dois remercier le général Carman parce que je crois, mon général, que vous avez un rendez-vous dans la... J'ai un rendez-vous parce que le langage diplomatique a des codes. Quand on a des alliés, on les respecte, on ne leur parle pas comme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il était très agacé par le fait que la veille, le président Macron s'était rendu au Groenland pour justement dire aux Groenlandais, on va vous aider à pas partir aux États-Unis. Je rappelle que le président Trump veut annexer le Groenland parce que pour le bien des Groenlandais qu'ils n'en veulent pas. Donc effectivement, il y a des tensions et le président a payé les tensions à la mode Trump, qui est une mode... étonnante, surprenante, qui malheureusement est quand même une dérive un peu inquiétante de la façon dont les États dialoguent. Vous partez pour le Bourget? Oui. Le beau salon du Bourget. Il y a le salon du Bourget, bien évidemment. Ouais. Écoutez, merci de votre expertise surtout, et merci de vos renseignements. Vous vouliez ajouter un mot peut-être C'est trop vaste, je voulais parler, si vous voulez, de l'Iran, mais la sonnerie retentit, donc... Non, mais c'est une bonne manière de ne pas répondre aux questions. Mais si. C'est trop vaste. Je vais réfléchir et je vais rentrer. Je vais réfléchir.